Alors nous évoquons depuis tout à l'heure des bouleversements. Alors les rencontres, c'est tous les ans. Ce qu'on essaye de faire entre chaque rencontre, c'est essayer de prendre de la hauteur et de comprendre comment le contexte évolue autant pour les organisations que pour les chercheurs. Et c'est vrai que 2025 est une année pivot, donc on a tous besoin, pour comprendre de la diversité des analyses et des idées, pour y voir plus clair, pour faire face à cette incertitude importante. Donc cette année, d'habitude on invite un grand témoin, mais cette année on a décidé de changer un peu la formule et de vous présenter des perspectives flash des bouleversements en cours. Donc je remercie beaucoup le panel d'avoir accepté cette formule. Je vais commencer par peut-être quelques éléments de cadrage. On va mettre des chiffres et des mots sur ces bouleversements. 2025 marque en effet probablement un tournant pour l'aide internationale qui regroupe autant l'aide publique au développement que l'aide humanitaire. En octobre seulement, côté scientifique, la conférence mondiale de l'Association internationale des études humanitaires s'est tenue sous le titre « L'humanitaire en crise, nouvelles réalités dans les pratiques et les connaissances ». L'université George Washington vient de programmer un séminaire sur le futur de l'humanitaire et hier, l'université d'Erfurt annonçait un séminaire « La fin de l'aide au développement ». Côté humanitaire, les concertations entre acteurs s'intensifient. À Paris a eu lieu il y a 2 semaines la présentation du rapport commandé par Coordination Sud, le réseau des ONG de solidarité internationale, intitulé « Continuer, s'adapter ou se réinventer face à des vents contraires ». Alors c'est vrai que le système humanitaire a toujours connu des crises au cœur des crises, des ruptures, des évolutions, des scandales. À partir des années 2000, on a connu une période de transition pour ce système qui se consolide d'une part et un paysage humanitaire qui se diversifie et se fragmente d'autre part. Depuis les années 2020, après une crise sanitaire mondiale éprouvante pour le secteur, la conjoncture devient plus lourde. Conflits de haute intensité et formes changeantes de violence, érosion des normes internationales, intensification des catastrophes dues au changement climatique, tendances sociétales comme la polarisation et la désinformation qui érodent la cohésion sociale et la confiance dans les institutions, privatisation même de l'assistance humanitaire, rendent les principes humanitaires plus pertinents que jamais pour protéger et fournir une assistance. Ils subissent en même temps une remise en cause. Le CICR annonce 130 conflits cette année, soit 2 fois plus en 15 ans. Le non-respect flagrant du droit international humanitaire et des conventions de Genève a coûté la vie à de nombreux civils, des professionnels de santé, des travailleurs humanitaires au cours des 3 dernières années, ce qui a d'ailleurs conduit le CICR à lancer une nouvelle initiative mondiale avec les États pour le défendre. Cette conjoncture se juxtapose à une remise en cause plus profonde de l'humanitaire que nous connaissons depuis de nombreuses années. Ça peut être des critiques sur son efficacité, sa pertinence, sur sa difficulté aussi à transférer des capacités et du pouvoir aux acteurs locaux dans ce qu'on a appelé depuis quelques années la politique de localisation et sur des comportements non déontologiques. La littérature parle aussi de désoccidentalisation ou de décolonisation de l'humanitaire. Et pourtant, le secteur ajuste ses modes de gouvernance et de recrutement, s'adapte aux enjeux du climat et de la décarbonation, se conforme aux exigences des bailleurs, innove et se métisse. Par ailleurs, les ONG du Sud innovent et inventent des modèles hybrides entre économie sociale et solidaire et assistance. Dans le même temps, des changements structurels touchant à la gouvernance mondiale, Stéphanie vous en parlerait un petit peu plus en détail tout à l'heure, modifient rapidement des éléments clés de l'architecture humanitaire et de son système coordonné par les Nations Unies. Aujourd'hui, on fête les 80 ans des Nations Unies et elles sont aussi marquées par le Humanitarian Reset qui recompose et affaiblit le rôle des agences qui sont en crise de financement. D'après l'OCDE, l'aide publique au développement devrait baisser entre 9 et 17% en 2025, prolongeant une tendance à la réduction amorcée en 2024. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais ils ne sont pas seuls, qui représentaient près des 2/3 de l'aide publique au développement mondial au cours de la dernière décennie, annoncent des coupes majeures.
Cette contraction des financements, notamment avec la fermeture de l'agence américaine USAID, affecte directement les programmes humanitaires de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire. Alors bien sûr, on doit garder en tête une question d'échelle. L'action humanitaire, ce n'est seulement que 43 milliards de dollars contre 223 milliards pour l'aide publique au développement des membres du cadre de l'OCDE. On doit aussi mettre en perspective les courbes. On sait et on annonce que 2022 et 2023 ont été des années records de financement pour l'action humanitaire. Néanmoins, ce record marquait déjà un écart très important et croissant avec les besoins. De nombreux objectifs des appels lancés par les Nations Unies n'étaient pas atteints. Les chiffres publiés fin septembre 2025 sur le Global Humanitarian Overview sont pessimistes. Ils montrent que sur les 45 milliards de besoins exprimés, seulement 9 milliards ont été reçus. Mais d'un autre côté, l'aide humanitaire bénéficie d'autres ressources, des ressources aussi matérielles, son pouvoir symbolique, son accès à l'espace médiatique, son lien avec les sociétés à travers le bénévolat, à travers la collecte de fonds privés aussi. Certaines associations comme MSF sont très financées par les dons privés et un savoir-faire inégalé sur certaines opérations. Et si nous parlons de solidarité, nous pouvons aussi mentionner les envois de fonds des migrants vers les pays à revenus faibles et intermédiaires qui devraient atteindre 685 milliards cette année. C'est un chiffre en hausse. On ne sait pas très bien mesurer quelle est la part de solidarité, mais on sait qu'elle en fait partie. La tendance à la baisse des financements a et aura à la fois des conséquences existentielles et substantielles pour les personnes et les organisations. Selon Humanitarian Outcomes, les ONG nationales et locales ainsi que les réseaux communautaires ont déjà été les plus touchés par les coupes budgétaires dans l'ensemble du secteur. Le financement humanitaire total a également diminué cette année. Depuis le début 2025, les organisations se sont trouvées devant des choix difficiles et très concrets dont on parle tous les jours, de fermeture de programmes, de licenciements, de prise de risques financiers. Et les coupes, bien sûr, ont des effets humains désastreux. On relève notamment des catastrophes dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l'éducation. En mars, le New York Times annonçait un risque sur 1,5 million de morts liés au VIH et 550 000 liés à la malnutrition. Passons à la science. Donc, c'était aussi un secteur menacé en ce moment et les savoirs et l'éducation dans les champs humanitaires en cascade ne sont pas épargnés. Les donateurs du comité d'aide au développement de l'OCDE ont en effet soutenu les investissements dans la recherche, les systèmes de connaissances, la collecte et l'hébergement de données nécessaires pour garantir l'efficacité de l'action humanitaire. Les connaissances et données dans la sécurité alimentaire, la santé, le climat, l'environnement. Avec le Peace Research Institute d'Oslo, on a organisé il y a quelques semaines un panel sur le devenir de la recherche humanitaire. Alors, elle se fabrique dans plusieurs endroits. Elle se fabrique à l'université, avec des financements, une partie de financement humanitaire qui ont baissé. Elle se fabrique aussi au sein des ONG qui vont prioriser leur action et de think tanks qui sont dépendants des financements des ONG ou des organisations internationales. On a évoqué au sein de ce panel des questions de méthode dans des contextes volatiles et fragiles pour collecter des données fiables, la place à deux tranchants de l'intelligence artificielle sur laquelle on doit avancer, la protection des données et leur diffusion, alors que de nombreux sites, serveurs, bases sont coupés de financement et ont déjà été fermés ou ont disparu. Les partenariats pluriacteurs aussi autour de la recherche avec les universités des pays à faible revenu. Et on peut aussi entrevoir la possibilité de vide scientifique si les doctorants ne sont plus ni financés ni motivés par ces thèmes de l'action et ces domaines de l'action humanitaire. Je vais passer maintenant la parole à Stéphanie Ciambiano. Donc, on a rappelé que vous étiez maîtresse de conférence, que vous avez aussi travaillé 16 ans en fait dans l'humanitaire et dans de nombreux pays.
Vos recherches portent sur les politiques sanitaires internationales et la gouvernance mondiale et à la santé. Donc, c'est aussi à la politiste à laquelle on s'adresse aujourd'hui pour nous dresser aussi une perspective gouvernance et enseignement. Merci beaucoup Virginie. Donc effectivement, on est en train de fêter l'anniversaire du système des Nations Unies qui est né très exactement le 26 octobre 1945 et qui fait donc là, ces jours-ci, je dirais, ces 80 années d'existence. Mais cette fête d'anniversaire, elle est évidemment marquée par un grand paradoxe. D'un côté, la coopération multilatérale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui d'une certaine façon et nous ressentons chaque jour le poids de nos interdépendances et la nécessité absolue, voire même vitale, très clairement, de collaborer au niveau international. Je pense que là, la crise Covid nous a notamment montré à quel point nous étions tous profondément liés et nous a invités à mettre en place vraiment à la fois des instruments de financement et des organisations collectives à l'échelle de la planète. Mais de l'autre, le multilatéralisme aujourd'hui et la gouvernance mondiale sont clairement remis en question, fragilisés. Les besoins humanitaires sont absolument énormes et tu les as en partie évoqués, Virginie. Je pense qu'il suffit de penser par exemple à la semaine que nous venons de vivre, la semaine dernière, tout simplement, pour en avoir pleinement conscience. Migration, déplacements forcés, guerre, conflits, changement climatique, crise alimentaire ont poussé des millions de personnes sur la route. La semaine dernière, notamment au Darfour, la ville d'El Fasher a été le lieu d'une série d'exécutions, de viols et de pillages qui ont poussé 70 000 personnes à fuir la ville dans l'urgence. Instabilité politique, effondrement des États, rétrécissement de l'espace civique, insécurité, restriction de l'accès humanitaire, remise en question du droit international humanitaire. Évidemment, on pense ici à Gaza. Catastrophes naturelles, inondations, incendies, tremblements de terre. On a une grande partie de la population mondiale qui est toujours aujourd'hui exclue de l'accès à l'eau, sans accès à des services de santé de qualité, à l'éducation ou même à l'alimentation. On peut penser la semaine dernière encore à la Jamaïque qui a été dévastée par l'ouragan Melissa. Bref, les besoins sont absolument énormes et devraient nous appeler à une plus grande mise en commun des efforts et à une action à l'échelle du monde réellement et donc à une gouvernance mondiale plus importante. Et pourtant, en France comme ailleurs, on assiste à un mouvement très clair de repli sur soi et d'appel à une forme de souveraineté nationale, à une montée des populismes. Et là encore, on peut penser, la semaine dernière, on a entendu des discussions autour du projet de loi de finances en France qui montrent à quel point la question de la solidarité entre les nations est aujourd'hui finalement remise en question au moment même où on en a quelque part le plus besoin. La gouvernance mondiale est attaquée de toutes parts. 2025, ça a évidemment été l'annonce du retrait américain de plusieurs organisations multilatérales. Je pense évidemment à l'Organisation mondiale de la santé, je pense au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un peu avant à l'accord de Paris, enfin au retrait américain de l'accord de Paris. C'est aussi l'année de la suspension de l'USAID, donc qui était premier bailleur de l'aide internationale et qui représente plus de 45% de l'aide humanitaire. Donc c'est vrai que c'est évidemment un élément majeur. Et puis de manière globale, un réexamen complet de la part de l'ensemble des États finalement, de leur participation à des mécanismes communs de gouvernance ou au financement ou à leur participation aux traités internationaux. De clair, avec le désengagement des États-Unis, c'est vraiment l'universalité des institutions internationales qui se trouve affaiblie. Et vous savez bien que cette dynamique est bien plus large. Tu as évoqué aussi, Virginie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, qui ont aussi décidé de diminuer leur aide publique au développement ces dernières années, ou parfois même de se désinvestir de leur engagement dans certaines organisations internationales. Je pense notamment à la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, le palud et la tuberculose qui aura lieu dans quelques semaines et pour laquelle on ne sait pas, par exemple, si la France continuera à avoir un soutien substantiel alors qu'elle a été véritablement l'un des États qui ont participé à l'émergence de cette organisation en particulier. Il semble qu'aujourd'hui, la question se pose de mesurer l'intérêt pour la France de financer la lutte internationale contre le sida, le palud et la tuberculose, ce qui me semble complètement incroyable en réalité. Bref, une remise en cause du multilatéralisme extrêmement forte et une petite musique qui s'installe et qui dépasse très largement le cadre américain.
Alors les organisations internationales, elles sont loin d'être parfaites, mais il me semble qu'elles sont aussi des boucs émissaires faciles, notamment pour des pays illibéraux qui les accusent de tous les maux, instrumentalisés, politisés, trop bureaucratiques, inefficaces, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment très particulier. Il est très difficile de mesurer l'ampleur de cette crise. Pour certains, et notamment pour des collègues chercheurs, elle est vraiment une crise existentielle pour le système international. Pour d'autres, et aussi pour d'autres collègues chercheurs, elle est un moment finalement de recomposition, elle est finalement un moment conjoncturel, je dirais, dans une histoire bien plus longue des organisations internationales qui ont déjà montré par le passé à quel point elles pouvaient être résilientes finalement et résister aux crises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment qui est très particulier pour enseigner la solidarité internationale dans un secteur qui est, je dirais, d'une certaine manière un peu déboussolé, il me semble. Et c'est vrai que pour l'équipe d'enseignants d'un master comme le nôtre, l'enjeu est évidemment de trouver le juste milieu entre la nécessaire professionnalisation des étudiants, le renforcement de leur capacité d'analyse critique, et nous en parlions encore hier soir et ce matin avec des étudiants, cette difficulté finalement à ne pas paniquer totalement et dans le même temps à être constructif, à être force de proposition pour un secteur qui certainement va se recomposer dans les années à venir. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y aura un numéro de la revue Alternative Humanitaire sur la crise de l'humanitaire qui va sortir dans quelques semaines en novembre, que j'ai eu le plaisir de copiloter avec Jean-François Corti et François Audet. Voilà, donc au final, c'est vrai qu'en matière d'enseignement, je dirais, de l'action humanitaire, notre objectif, c'est à la fois de donner aux étudiants des compétences professionnelles, concrètement, de leur apprendre à gérer des projets, à fabriquer des cadres logiques, et que sais-je, mais de leur donner aussi un appareillage critique, des références théoriques, une réflexion éthique, en tout cas on leur fait une introduction à la réflexion éthique, des bases solides de sciences politiques, de sociologie, d'histoire, d'anthropologie, pour qu'ils soient de comprendre par eux-mêmes les enjeux, la singularité des contextes, de décrypter les limites des discours développementalistes et leur caractère souvent indécent, il faut bien le dire, de poser un regard critique sur les dérives de la profession, de se questionner sur les effets sociaux et politiques des pratiques du développement et de l'action humanitaire. D'un côté, les étudiants que je croise dans ce master veulent clairement changer le monde, lutter contre les inégalités, se rendre utiles, ça c'est absolument évident, mais de l'autre, ils s'interrogent énormément sur leur légitimité à intervenir à l'étranger, ils craignent d'être instrumentalisés, ils sont très attachés au fait de militer dans des collectifs citoyens, et c'est intéressant que la discussion de ce matin, par exemple, porte notamment sur le rapport au bénévolat et à l'engagement. Ils se posent beaucoup de questions sur les relations nord-sud, l'efficacité des projets, le système de l'aide. Et ils ont bien raison, évidemment, de se poser toutes ces questions, mais il ne faudrait pas non plus que cela nous anesthésie collectivement, je dirais. Et c'est vrai que ces moments comme ça de réflexion intense doivent nous pousser aussi à agir, en fait, et ne pas seulement nous limiter, je dirais, dans notre capacité d'action. En tout cas, beaucoup sont dans le doute, ne savent pas comment s'y prendre, et je pense que c'est certainement une très bonne chose aussi pour réinventer les pratiques humanitaires et partir sur de nouvelles bases. Il faut tenir bon, je pense que c'est vraiment comme un moment de vérité, et c'est dans ce genre de moment qu'on a vraiment besoin de science, de recherche en fait, et de réflexion. Et pour le coup, je trouve que des moments de respiration comme cette journée d'aujourd'hui, qui va nous permettre d'entendre de la science sur l'action humanitaire, etc., c'est aussi des moments de prise de recul qui, à mon avis, sont vraiment nécessaires pour des acteurs de terrain de manière générale et aussi pour des étudiants de sciences politiques qui veulent travailler sur l'action humanitaire. Merci Stéphanie. On va maintenant zoomer sur la France et particulièrement les ONG avec Philippe Riffman. Philippe, tu es professeur, je ne vais pas faire semblant de te vouvoyer, professeur et chercheur associé honoraire au département de sciences politiques dans cette grande maison. Tu es expert auprès d'institutions non gouvernementales et intergouvernementales. Tu es aussi cofondateur du Forum Espace Humanitaire, une formule qui réunit tous les ans à Saint-Germain-en-Laye et à Annecy les dirigeants des principales ONG françaises de solidarité entre elles pour justement discuter de ces grands enjeux. Et tu es membre du conseil d'administration de la Fondation quand même. Merci Virginie, et puis très heureux d'être là et de vous voir si nombreuses et nombreux, et puis d'avoir des étudiantes et étudiants du master actuel que j'avais eu le privilège de diriger il y a quelques années, donc, et d'en voir aussi des anciennes et des anciens qui sont là. Donc on a très peu de temps puisqu'on est
j'ai un petit peu en décalage par rapport à l'horaire. Donc, très brièvement, ça a déjà été commencé à évoquer, quelques éléments sur le paysage des ONG françaises aujourd'hui, un petit mot sur les ONG européennes, par rapport à nos sujets de préoccupation. Je crois que ce qu'avait dit le secrétaire d'État Marco Rubio lorsqu'il a annoncé la fermeture définitive de l'USAID doit nous interpeller parce que cet avis est partagé, comme cela vient d'être dit, par aujourd'hui un nombre croissant de personnes. Rubio avait dit que l'USAID ne servait pas à grand-chose, sinon d'avoir engendré un complexe industriel d'ONG à l'échelle mondiale aux frais du contribuable. Complexe mondial d'ONG inefficace selon lui, qui n'est évidemment pas notre sentiment aux uns et aux autres ici, mais néanmoins il faut le prendre en considération et ça impacte effectivement directement les organisations de solidarité internationale françaises. L'USAID était un des financeurs importants pour un certain nombre d'organisations, pas pour toutes, pas pour Médecins sans frontières, pas pour Médecins du Monde, mais par exemple pour Solidarité internationale, pour Première Urgence et pour quelques autres. Et par conséquent, la cessation de ces financements a eu un impact immédiat puisqu'elle s'est cumulée, comme cela a été dit, avec la réduction drastique des financements publics aux ONG, puisque, si nous citons pour le cas de la France, le dernier communiqué de Coordination Sud qui était évoqué tout à l'heure, comment cette manière, sur les débats budgétaires actuels, le gouvernement frappe encore une solidarité internationale à l'agonie. Puisqu'il y a une nouvelle coupe de 700 millions d'euros qui a été annoncée, c'est la 5e en 2 ans, et en 2 ans, l'aide publique au développement française a perdu plus de 58%, donc plus de la moitié de ses financements. Et cette diminution impacte directement l'existence d'un certain nombre d'organisations, ou en tout cas les conduit à se remettre en cause et à réfléchir à leur stratégie future, très concrètement, par des plans sociaux, il y en a plusieurs actuellement en cours, par un redimensionnement des programmes. Et cela se combine aussi avec les difficultés d'accès à un certain nombre de terrains. J'en citerai que quelques-uns, dont le Sahel. Donc effectivement, pour les ONG françaises, le Sahel était une sorte de terre d'élection majoritaire de leur programme, aussi bien en matière de développement que d'aide humanitaire. Et aujourd'hui, les programmes sont très drastiquement réduits au Sahel. Et c'est un paradoxe parce que finalement, comme cela d'ailleurs a été dit par Virginie et Stéphanie, en même temps, il y a un fort soutien de nos concitoyens à la solidarité internationale, puisque un sondage Harris Interactive d'avril 2024 qui avait été commandité par l'Agence française de développement montrait que 66% des sondés soutenaient l'aide internationale et l'aide de la France pour la solidarité internationale. Et un autre paradoxe, c'est que, comme cela d'ailleurs Stéphanie a parfaitement raison de le souligner, autre paradoxe, les ONG françaises continuent de bénéficier d'un soutien important dans l'opinion publique et aussi d'un soutien de leurs donateurs, de leurs militants, de leurs bénévoles. Donc elles ne sont pas du tout en train de se couvrir la tête de cendre, mais au contraire, elles réagissent. Donc on est effectivement dans ces paradoxes, et tu évoquais, Virginie, l'étude auquel j'ai participé, donc poursuivre, s'adapter ou se réinventer face à des vents contraires. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse sur le site de Coordination Sud, notamment pour les étudiantes et étudiants. Si par hasard ils ne l'avaient pas encore fait, je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait.
Et je voudrais simplement mentionner les 5 points que cette étude mentionne sur les ONG face à des vents contraires. Le premier, c'est la remise en cause de l'aide au développement et du financement associé, on vient d'en parler. La seconde, c'est la remise en cause de la posture partenariale des ONG avec leurs partenaires sur le terrain, avec aussi les formes de colonialité de l'aide. On va en parler dans les journées. Le troisième, c'est la réduction de l'espace civique, de l'espace de la société civile au niveau mondial, et donc des capacités pour le monde associatif et le monde ONG, fondation, mouvement Croix-Rouge, à agir et à se positionner. Le quatrième, c'est la remise en cause de la mobilité internationale et pour les organisations de solidarité et leurs partenaires. On va y revenir dans les journées, mais c'est un élément important sur lequel on a d'ailleurs beaucoup discuté lors de cette étude. Et le cinquième, et ça a déjà été dit, c'est la remise en cause de l'espace et de l'action humanitaire. La remise en cause du multilatéralisme, on en a parlé, j'insiste pas. La question est de savoir si nous sommes dans un monde nouveau, s'il nous reste encore du temps. Et j'ai tendance à penser, comme beaucoup d'entre vous ici, qu'il nous en reste, mais qu'il est compté. Et que par conséquent, il va nous falloir très rapidement réagir. Donc j'ai dit quelques mots sur les ONG françaises. J'insisterai pas, parce qu'on n'a pas le temps, sur les ONG européennes, mais cette situation se rencontre ailleurs en Europe. Ça a été cité sur la baisse drastique des financements en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. On verra si avec le nouveau gouvernement ça change, mais en tout cas, il y a une tendance générale là-dessus, donc qui impacte aussi, et donc qui impacte aussi tous les réseaux d'ONG. Je terminerai juste peut-être en 1 minute sur quelques mots sur l'aide humanitaire que déjà évoquée, mais quelques mots sur tout de même le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et je ferai une autre citation d'un ministre de l'administration de Trump, qui est le secrétaire à la Défense, rebaptisé aujourd'hui secrétaire à la guerre, et qui, dans un discours, vous avez pu voir ça dans les médias, dans lequel, devant l'ensemble de l'aéropage des commandants en chef des différentes forces armées américaines, donc il y a quelques semaines, a dit qu'il ne fallait plus pour l'armée des États-Unis désormais combattre en vertu de règles rédigées il y a 80 ans par des hommes respectables dans des pièces en acajou, autrement dit les conventions de Genève, les protocoles et la suite. Et donc on a effectivement, de ce point de vue, j'en ai pour 30 secondes Virginie, je te rassure, on a de ce point de vue effectivement un backlash incontestable, une régression sur l'action humanitaire. Il y a un nombre record de confirmés que tu viens de citer. Et le retrait de plusieurs États européens, par exemple, du traité sur les mines, l'interdiction sur les mines antipersonnelles, les difficultés d'accès sur le terrain et une remise en cause assez générale, finalement, et de l'accès et du droit international humanitaire et des cadres dans lesquels les ONG et les Croix-Rouges intervenaient. Et donc ce point-là, ça va être évoqué effectivement dans la journée, mais c'est incontestablement, me semble-t-il, si je peux me permettre, là je prends la casquette de membre du conseil d'administration de la Fondation, un élément sur lequel il faudra probablement, dans les années à venir, lancer des programmes de recherche et pour la Fondation. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Pas évident, les 5 minutes. Docteur Anissé Zran, tu viens directement de Côte d'Ivoire pour cette journée et pour partager avec nous. Le docteur Zran est spécialisé en histoire de la santé à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Il est aussi enseignant-chercheur en histoire, rattaché au centre de recherche sur l'histoire des peuples de savane d'Afrique de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Vous avez mené des recherches sur les programmes Ebola en Guinée, sur les ONG humanitaires locales en Côte d'Ivoire. En tant que lauréat de la Fondation, vous êtes désormais membre du conseil scientifique et c'est vrai que là on souhaite vous entendre. On a eu la perspective française, mais sur ce qui se passe au sein des ONG et des associations et des organisations en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci.
Vous m'entendez? Parfait. Merci Virginie. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver aux rencontres de la Fondation Croix-Rouge française. Encore cette année, merci infiniment. Je suis aux côtés des grands crus de la recherche humanitaire sociale, donc c'est pas très facile. Je vais essayer de faire une thèse en 5 minutes parce que c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Alors, parler des ONG en Afrique, mon propos donc va s'accentuer plutôt sur les ONG locales parce que tout ce qui concerne Médecins du Monde, les ONG internationales, Croix-Rouge française, vous en savez plus. C'est plutôt dans le contexte actuel de suspension de l'aide américaine. Qu'est-ce qui se passe avec les ONG locales? Et quand on parle d'ONG locales en Afrique, il faut savoir que c'est un mouvement qui est, on va dire, quasiment très récent parce que les indépendances, c'est autour des années 60. Donc, si vous voulez, les premiers tests sur les associations, c'est 1961. Et on a eu beaucoup d'États qui n'étaient pas, donc, qui ont vécu les 30 premières années dans des régimes de parti unique, où ce n'était pas une très bonne idée de se mettre en association pour faire c'était vu comme des éléments de contestation des partis uniques. Donc le mouvement des ONG n'a pas très tôt été encouragé, il est plutôt venu de l'extérieur. Certains États ont fait la différence, comme le Sénégal, qui ont connu très tôt des démocraties. Donc il y a eu un mouvement associatif qui s'est plutôt bien développé et qui a eu une longueur d'avance, mais dans de nombreux États, c'est allé lentement et c'est autour des années 80, 90 avec la crise financière et économique internationale qui a frappé de plein fouet les États africains, l'épidémie du sida, tout ça qui ont permis au mouvement associatif de se développer. Et donc, les dernières crises que nous avons connues, Ebola, crise de Covid-19, mais aussi les conflits armés, les catastrophes naturelles, sont autant de situations qui malheureusement, je ne veux pas dire heureusement, ont permis quand même aux ONG locales de se former et de se forger en fait sous la bannière peut-être sous l'influence des ONG internationales qui finalement sont arrivées, ont tenté de former, d'aider les initiatives locales et finalement on a eu une très bonne dynamique. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que contrairement aux premières années, donc jusqu'à une époque récente où la plupart des ONG étaient libellées comme suite ONG de santé et de développement, c'était plutôt très générique et c'était en griffe une zone de confort que santé et développement. On assiste ces dernières années à des initiatives originales, donc à une diversification de l'offre des ONG. Vous remarquerez en fait de plus en plus en Afrique subsaharienne, on trouvera des ONG qui s'intéressent à la lutte contre la torture. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas par le passé. Vous avez des ONG qui se spécialisent dans la prise en charge, par exemple, des adolescents LGBT. C'est ça, désolé, je vais y arriver. LGBT, ça, LGBTQI+, tout ça. Par exemple, dans une ville de la Côte d'Ivoire comme Korogo, qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire, où c'est une pratique qui est très invisibilisée, vous avez une ONG qui est quand même un abri pour ces jeunes, pour ces adolescents, où ils ont l'opportunité d'avoir accès à des services de santé, à des services de prise en charge psychosociale et même des espaces qui leur permettent de s'épanouir. Ils organisent, par exemple, des fêtes de Saint-Valentin, tout ça. Donc, il y a ces initiatives locales qui se sont développées. On a des ONG qui travaillent désormais sur les violences basées sur le genre, des ONG sur l'environnement, avec les questions liées à l'orpaillage illégal qui commencent à avoir des effets sur de l'eau, sur même les terres cultivables, tout ça, sur l'autonomisation des femmes, la liberté de la presse, la malnutrition. On a aussi des structures qui s'occupent des enfants qui ont quand même des difficultés, comme des autistes. C'est des choses qu'on ne voyait pas parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on considérait que c'était un problème quasiment occidental, qu'on n'était pas vraiment concerné. Aujourd'hui, les enfants autistes sont pris en charge par des associations et ça marche plutôt bien. On a donc des initiatives également qui sont calquées sur le modèle des Restos du Cœur. Vous voyez, des associations qui décident d'offrir des repas aux enfants de la rue et les remettre en selle pour aller à l'école. Donc il y a vraiment un panel d'activités. On n'est plus dans des activités standards de santé uniquement ou dit ONG de développement. Ça s'est vraiment diversifié. Donc, derrière cette appellation générique d'ONG local africain, il faut comprendre qu'il y a vraiment une évolution, une dynamique. Et
les preuves de ce dynamisme, ça se voit à travers le profil des bénévoles en question. Le profil a profondément évolué. Aujourd'hui, vous trouverez dans des ONG des chercheurs, des cadres d'administration, des gens qui ou des personnes qui ont travaillé pour des ONG internationales, Aliment, UNICEF, tout ça, qui se retrouvent dans des ONG locales et qui apportent leur expertise. On a aussi de plus en plus une professionnalisation en fait, des acteurs avec des agents qui sont bien formés, qui font des stages à l'international et qui reviennent, qui apportent une certaine expertise aux ONG. Et enfin, ce qu'il faut souligner, c'est la collaboration avec les chercheurs en sciences sociales. Vous avez des ONG qui se servent de la recherche en sciences sociales et pour éclairer l'action sur le terrain. Donc, ils comprennent quand il y a des recherches assez originales. Il y a des exemples, par exemple, sur des ONG désormais qui sont impliquées dans la prise en charge des usagers de drogue et dans lesquels vous trouverez des chercheurs qui ont fait des thèses parfois sur ces questions liées à la consommation de la drogue dans nos États et qui intègrent ce mouvement-là. Donc ça apporte, cette collaboration-là apporte de la lumière et permet de porter la voix des ONG auprès des autorités politiques, auprès des responsables des pays. Alors, malheureusement, cette belle dynamique est freinée par la suspension de l'aide des États-Unis qui donc fait plonger les associations locales dans un doute et crée un petit vent de panique. On se retrouve en zone de turbulence. C'est le cas de nombreux pays d'Afrique. Déjà, la situation du VIH-Sida posait un problème avec l'épidémie de Covid-19. Les gens rappelaient à tout moment que l'aide à la lutte, on avait le sentiment que le sida était passé au second plan. Moi, je voyais régulièrement sur les réseaux sociaux des gens qui pour rigoler, disaient finalement, est-ce que le sida existe encore parce qu'on n'en parle plus? Et donc, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, peut-être l'exemple que j'ai étudié le mieux, c'est plus de 400 000 personnes qui dépendent de l'aide américaine, 400 000 personnes vivant avec le VIH-Sida. Et le financement des États-Unis, c'est 60% de la réponse contre l'épidémie en Côte d'Ivoire. Depuis 2004 avec le PEPFAR, le programme d'urgence du président des États-Unis. Il est vrai qu'ils ont assuré, en ce qui concerne les traitements, il n'y aura pas de suspension des traitements, mais on n'attend pas que les gens tombent malades avant d'être traités parce que toute la partie prévention, sensibilisation, tout ça va connaître des difficultés avec des coupes budgétaires. Et donc les associations ont annoncé qu'il va y avoir des fermetures de programmes. On va assister il y a des arrêts de travail, il y a du personnel qu'on va perdre, donc ça va créer de nombreux problèmes. Mais en fait, un point sur lequel j'aimerais insister avant de terminer, et très rapidement, c'est sur le... Il faut qu'on arrête, je crois. Ouais, c'est sur le dernier mot. Une minute, j'ai fini. C'est vraiment sur le débat que cela soulève. J'ai voulu insister dessus, terminer, parce que finalement, la suspension de l'aide crée un débat dans l'opinion nationale en Afrique en général, entre ceux qui estiment que finalement, ça va être très compliqué pour les ONG, et l'autre groupe qui estime que finalement, ça peut être une bonne chose, parce que ça va permettre de réveiller un peu les États africains qui vont bien prendre conscience qu'il est important pour eux de s'engager à soutenir en fait, les initiatives locales. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Non, merci beaucoup. C'est vrai, on a pris un peu de retard, mais on a trouvé que c'était vraiment important de partager tous ces éléments pour mieux comprendre les bouleversements en cours et avec la diversité. Merci Anissé pour toutes ces perspectives qu'on n'avait pas forcément et pour aussi rappeler à tout le monde qu'il y a aussi beaucoup de fécondité, de fertilité et de dynamisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et je pense que c'était important pour l'audience. Je vous remercie tous les trois pour ces interventions et vos analyses importantes. On va pouvoir passer à la session suivante sans transition. On me regarde avec des gros yeux.